Soyez bienvenus, vous êtes au bon endroit sur TV5 Monde, sur RFI, c'est international. Émission que nous réalisons avec le quotidien Le Monde. Nous allons parler d'Europe aujourd'hui, d'une Europe en situation critique, dit la chancelière Angela Merkel. François Hollande, de son côté, met en garde contre un risque de dislocation de l'Union européenne. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, avait dit lui-même que c'était la Commission de la dernière chance. Nous allons revenir sur le sommet de Bratislava, où les 27, on ne dit plus les 28 depuis le Brexit, où les 27 ont tenté néanmoins de trouver des points d'accord. Notre invité aujourd'hui, Pierre Moscovici. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes commissaire européen, chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes. Beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde. Peut-être tout d'abord celle-ci, avant d'aller à Bratislava. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce que le projet européen est un projet qui peut mourir ? Il est menacé. Il est menacé par des crises objectives, par la crise des réfugiés, menacé par le Brexit, qui est un facteur non pas de dislocation, mais de soustraction, puisque c'est vrai qu'ils étaient 27 et pas 28. Il est menacé par les séquelles de la crise économique et sociale. Il est menacé par le terrorisme. Ça, ce sont les facteurs objectifs, les vrais risques. Et il est menacé aussi politiquement, par les populismes et par la désaffection des citoyens. Donc c'est un projet qui reste, à mon avis, un projet d'avenir, un projet essentiel. Je ne crois pas à la mort du projet européen, mais je pense qu'il est temps de se ressaisir sérieusement et d'avoir une feuille de route qui indique un avenir et qui permette surtout, à travers des résultats, de réconcilier l'Europe avec les Européens. Le vrai problème, il est là. Et Bratislava, on va en parler. Pour moi, c'est surtout ça, c'est la volonté d'avoir une feuille de route concrète pour produire des résultats qui montrent aux Européens que l'Europe est non seulement nécessaire, mais utile. Alors, nous nous rendons à Bratislava où se déroulait ce sommet et nous allons voir que l'ambiance était un peu tendue entre ces 27. Une photo de famille, souriante, rassurante, pour montrer que malgré le divorce avec le Royaume-Uni, les 27 membres restants regardent dans la même direction. Pour incarner cette unité, le couple franco-allemand, ces deux pays qui furent le moteur de l'UE à ses débuts, s'est montré plus proche que jamais. L'esprit de Bratislava, c'est celui de la coopération. Chacun est convaincu que sans l'unité européenne, ces objectifs ne peuvent être atteints. Ce qu'il faut retenir de Bratislava, c'est cette volonté. L'Europe peut avancer, doit avancer, dès lors qu'elle a des priorités claires. Des dirigeants embarqués sur le même bateau, mais avec des priorités parfois divergentes. Si une feuille de route au contour flou a bien été décidée pour les 6 mois à venir, les questions économiques ont été éludées, tout comme la crise des réfugiés. L'opération esthétique de Bratislava ne masque pas les désaccords profonds. Sitôt la rencontre terminée, le Premier ministre italien Matteo Renzi s'est déclaré insatisfait, tout comme le Hongrois. Si on pensait en Hongrie que le but du sommet était de changer la politique migratoire de Bruxelles, et je pense qu'en Hongrie on l'espérait, eh bien le sommet n'a pas été un succès. L'Union européenne n'a pas changé sa politique migratoire. Je veux dire que c'est une politique, comment dire poliment, naïve. Des réformes concrètes sont attendues en mars 2017 lors du prochain sommet européen, qui coïncidera avec les 60 ans du traité de Rome, acte fondateur de l'UE. Puis ici, nous allons venir sur chacun de ces points. Peut-être une constatation, évidemment. On parle des 27. Le Royaume-Uni est sorti, mais n'a pas fait encore la demande officielle de divorce. Vous l'attendez? Il faut que ça se fasse? Ou à la limite, on pourrait revoter? D'abord, il y a une ambiguïté qu'il faut avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas 27. Nous sommes 28. Tant que le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne, il est membre de l'Union européenne et il y aura des conseils européens formels, celui-ci était informel, qui se tiendront à 28. Et donc, je pense qu'il faut là-dessus raison garder le sang-froid aussi. Pendant encore un certain temps, et sans doute plusieurs années, le Royaume-Uni sera autour de la table. Après, pour ce qui est de la négociation, les 27 se sont déclarés prêts à négocier demain avec le Royaume-Uni. Et si je devais avoir une formule, je dirais qu'il faut que cette négociation commence le plus tôt possible. On sait qu'il faut un peu de temps pour ça, parce qu'il faut préparer les équipes, et puis parce qu'il faut aussi que ce gouvernement britannique définisse sa stratégie, ses buts de guerre et aussi la façon dont il entend négocier. Il faut leur laisser ce temps, mais pas trop de temps. Parce que si on attend trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que l'économie, je suis commissaire chargé des affaires économiques, va se mettre à
péricliter parce qu'il y aura trop d'attentisme. L'incertitude génère de l'attentisme. Et on sent déjà que les investissements sont en train de freiner sérieusement. Les investissements qui freinent au Royaume-Uni, c'est d'une conséquence pour l'Europe entière et notamment pour la zone euro. Voilà pourquoi... Certains observateurs ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une véritable sortie, un véritable Brexit avant la fin du mandat de la Commission, c'est-à-dire avant 2019. Alors, ce qui est souhaitable, c'est que cette négociation puisse commencer à la fin 2016, au plus tard début 2017. Je pense que si on attend plus longtemps, à ce moment-là, en effet, on va avoir des effets économiques qui vont être multipliés. J'avais donné avec mes services une estimation qui était encore très rustique, qui disait moins 1 point de croissance en 2017 jusqu'à moins 2,5 pour le Royaume-Uni, moins 0,2 jusqu'à moins 0,6 pour le reste de l'Union. La fourchette, elle est large parce qu'elle dépend précisément de la qualité de la négociation et du moment où elle démarre. Si nous voulons réduire encore cet impact négatif, voire l'annuler, c'est possible. De bonnes politiques publiques et des décisions prises à temps permettent de le faire. Enfin, si on part de l'idée que c'est début 2017, il faut rajouter en gros 2 ans. Et donc ça nous mène en effet près du mandat de cette commission. Mais cette commission, elle achève quand même son mandat en novembre 2019. Honnêtement, ça voudrait dire qu'on aurait perdu ou pris beaucoup de temps. Les Britanniques ont voté, c'est un vote démocratique, il doit être respecté. On peut le regretter, c'est mon cas. Je pense que nous avons beaucoup à faire avec le Royaume-Uni. Vous espéreriez qu'il revote? En démocratie, on ne force jamais un peuple à revoter. Et en plus, ce serait compliqué. Les conditions d'un revote pourraient être très coûteuses. Parce qu'on ne doit pas aller au-delà d'un certain nombre de critères. Je vais prendre un exemple. Dans cette négociation, pour la Commission européenne, et je pense pour l'ensemble des Européens, ce qu'on appelle les 4 libertés sont indissociables. On ne va pas sacrifier la liberté de circulation des personnes à la volonté d'avoir un accord sur le marché intérieur, par exemple. Il faut que cette négociation soit une négociation de principe et qu'elle soit globale. Mais le Royaume-Uni restera un pays européen. Ce ne sera plus un pays membre de l'Union européenne, mais ce sera un pays européen avec lequel nous aurons à mener toute une série de politiques communes. Je vais en prendre une qui était au cœur de Bratislava. Une Europe de la défense doit se faire, bien sûr, en lien avec le Royaume-Uni, qui est, avec la France, l'autre puissance globale du continent. Pierre Moscovici, ça a servi à quoi, finalement, de se réunir sans les Britanniques à Bratislava? Je pense que c'était important de le faire, parce que ça marque 2 choses. Un, que nous n'acceptons pas, les Européens, qu'on mette l'Europe sur le mode pause, parce qu'un pays a décidé de partir dans quelques temps. Et 2, parce qu'il était important de dessiner une feuille de route qui marque l'avenir de l'Europe. Le pire serait de dire, voilà, ils sont partis, et ils ne sont pas partis en même temps, on attend la négociation, et pendant ce temps-là, rien ne se passe. Pour le coup, vous parlez de commission de la dernière chance, s'il ne se passait rien pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, à la fin, l'Europe serait dans un état non plus critique, mais désespéré. Voilà pourquoi il fallait donner un signal de volonté politique. Nous ne sommes pas sur le mode pause, nous sommes sur le mode, j'ose pas dire en marche, marchons en avant. Pierre Moscovici, quel type de Brexit vous préconisez? C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs solutions. On peut avoir un Brexit où on est quasiment proche de ce qui se passe déjà aujourd'hui. Et puis, il y a un Brexit dur, où là, pour le coup, il n'y a pas de liberté de circulation, on ne veut pas de liberté et quasiment plus de lien entre le Royaume-Uni et l'Europe. Je ne veux pas aller plus vite que la musique, on ne va pas commencer à donner nos propres lignes de négociation avant même que celle-ci commence. Vous savez que les institutions ont nommé leurs négociateurs. C'est un Belge, M. Seuss, pour le Conseil, c'est un autre Belge, M. Verhofstadt, pour le Parlement européen, et la Commission a choisi son négociateur, qui est Michel Barnier, l'ancien commissaire européen. Nous nous préparons, nous aussi, à cette négociation. Et nous ne sommes pas en train déjà de dessiner des lignes rouges, alors que nous ne savons même pas ce que veut exactement le gouvernement britannique. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des débats internes entre ceux qui veulent, chez eux, un Brexit dur et ceux qui veulent une logique plus coopérative. Ce que je voulais simplement rappeler, je le redis, c'est qu'il faut des principes dans une telle négociation. Et ces principes, c'est notamment que les 4 libertés qui s'articulent autour du marché intérieur, auquel les Britanniques ont accès et auquel ils ont intérêt, comme nous d'ailleurs, ces 4 libertés sont indissociables. Et nous n'allons pas sacrifier la liberté de circulation des personnes, qui est un principe fondateur et fondamental pour notre Union, à un accord. Et ça a été dit déjà par les Européens. Des divergences d'approche, notamment entre les Allemands et les Français, sur la dureté à avoir dans cette négociation vis-à-vis des Britanniques. Mais encore une fois, n'anticipons pas. Cette négociation, elle commencera, j'espère, au début 2017.
il y aura une position commune, n'anticipant ni sur les positions des uns ni sur les positions des autres. Les échéances électorales des uns et des autres, des Allemands, des Français par exemple, ne va pas paralyser un petit peu l'élaboration d'une position commune vis-à-vis du Royaume-Uni? On peut penser que cette négociation sera longue et qu'elle aura plusieurs phases, et qu'elle se clarifiera complètement en effet après les échéances de 2017. Mais elle va commencer avant. Et vous savez, c'est difficile de se représenter, mais il y a tellement de liens qui unissent les pays de l'Union européenne, pour les démêler, il y aura des sujets très techniques et il y aura des sujets très politiques. Et comme d'habitude, on gardera plutôt les sujets très politiques pour la fin. Pierre Moscovici, revenons à Bratislava. Vous parliez d'une feuille de route pour relancer l'Europe, être en mode marche, etc. Mais je ne vois pas bien quelle est la feuille de route. Qu'est-ce qui est sorti de Bratislava ? Alors, d'abord, avant Bratislava, je voudrais parler du discours du président Juncker devant le Parlement européen, parce que je pense que la feuille de route, en réalité, elle est là. 2 jours avant, Jean-Claude Juncker... Le discours de l'État de l'Union. Au Parlement européen, dans ce qu'on appelle le discours sur l'État de l'Union. Et quelle est l'Europe que nous voulons ? C'est une Europe qui soit économiquement plus performante qu'aujourd'hui. Et si je devais prendre un exemple, je dirais c'est la décision qui a été prise d'augmenter le volume du plan Juncker et sa durée. Le plan Juncker, c'est un plan d'investissement qui doit promouvoir des investissements dans l'économie du futur, dans le numérique, dans les mobilités du futur et également dans les économies d'énergie. Ce plan, il était de 315 milliards d'euros sur 3 ans. Maintenant, il va être doublé jusqu'à 630 milliards d'euros d'ici 2022 et déjà 500 milliards en 2020. Mais quel effet vous attendez de ça ? Parce qu'il n'y a aucune visibilité. Les citoyens européens n'en voient pas vraiment les effets. C'est dommage et je pense que là-dessus, c'est important qu'on puisse en parler. Il faut une communication beaucoup plus forte. Je vais vous prendre un exemple. Là, nous sommes à Paris. Et en France, la France est championne du plan Juncker. Il y a eu 115 milliards d'euros d'investissement qui ont été décidés depuis le début. Sur ces 115, il y en a plus de 15 qui sont en France. Sur 64 projets lancés, des grands projets, il y en a 16 qui sont français. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup amélioré la courbe du chômage en France. Mais c'est de nature à créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Déjà 30 000 emplois. Et il y a des exemples très concrets. Moi, j'ai visité une boîte, c'était près de Nancy, qui écoutait les bruits des éoliennes et qui avait pour ça bâti une innovation. Et son patron me disait, il s'appelle Venatech, je crois, que je ne pouvais pas faire ça si je n'avais pas eu 600 000 euros qui venaient de la Banque européenne d'investissement à travers le plan Juncker. Il y a beaucoup de petites entreprises qui en bénéficient déjà, des PME et des grandes entreprises et des grands projets, comme par exemple la rénovation des logements dans la région parisienne. Et c'est pas parce que c'est pas assez visible, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et je veux le dire ici, le plan Juncker est déjà une réussite. Et quand les Européens décident de doubler son volume, ils se disent nous voulons combler notre retard d'investissement. Donc le premier axe, c'est ça, c'est une Europe plus forte. Et il faudra aussi peut-être qu'on reparle du pacte de stabilité et de croissance, tout à fait. Du fait qu'il ne doit pas se déployer dans une logique d'austérité, mais dans une logique de sérieux et de soutien à la croissance. Deuxième chose, nous voulons une Europe plus sûre. Mais attendez, on pourrait revenir un petit peu sur le pacte de stabilité. Ces fameux 3%, ils sont quand même contestés. Mais je voulais donner les axes de la feuille de route. Si je devais les résumer, c'est une Europe plus forte sur le plan économique tout en étant sérieuse. C'est une Europe qui assure la sécurité de ses citoyens et qui les protège, sécurité intérieure et extérieure. C'est une Europe qui met en avant sa cohésion sociale et qui surtout pousse sa jeunesse. Et il y a des décisions très concrètes qui ont été prises sur la jeunesse. Et tout ça doit en effet dessiner une feuille de route qui aboutit, comme ça a été dit, à Rome, lors du 60e anniversaire du traité de Rome. Ça doit être en mars. En mars prochain, oui. Pacte de stabilité. Donc le pacte de stabilité, ce fameux 3% d'endettement et pas au-delà, a priori la France va avoir du mal à respecter ça. Est-ce que Bruxelles s'apprête à cogner sur les doigts du gouvernement français pour ses dépassements budgétaires ? Est-ce que j'ai l'air d'un maître d'école, parce que c'est ma compétence, qui met des coups de règle sur les doigts des élèves ? Je suis beaucoup plus pour une pédagogie. On vous a entendu dire qu'il y a déjà eu des dérogations, qu'il n'y en aurait pas d'autres. Alors, je vais reprendre les choses par ordre, parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a d'abord une question de principe. Est-ce que le pacte de stabilité et de croissance doit être remis en cause ? Et j'entends dans les débats de la primaire à droite, dans certains débats à gauche aussi, laisser filer. Qui a une idée de laisser filer le déficit français indéfiniment au-dessus de 3%. Deux grands économistes comme Stiglitz, prix Nobel d'économie, le contestent. On va peut-être discuter après de la zone euro en général. Donc, première chose, je le dis avec beaucoup de clarté, le pacte de stabilité et de croissance n'est ni absurde ni bête. Il n'est pas absurde parce que réduire les déficits
Et réduire la dette publique, c'est de salubrité publique, y compris si on veut développer des services publics. Tout euro consacré au service de la dette, c'est un euro perdu pour l'économie et perdu pour l'éducation, perdu pour la justice, perdu pour la sécurité. Donc ce pacte-là, il ne faut pas le raconter de baratin en français. Les 3% ne seront pas touchés. Les 3% sont dans les traités, et depuis beaucoup plus longtemps que le pacte, ils y sont depuis le traité de Maastricht, et ils ne sont pas absurdes. Et il faut quand même savoir que les autres pays de l'Union européenne ont fait des efforts. En 2010, nous étions à 6% de déficit en moyenne de l'Union européenne, nous sommes aujourd'hui à 2%. Et avoir une position laxiste, une fois de plus, se décharger de ses responsabilités et de l'effort de réforme qui est nécessaire et de maîtrise des finances publiques, ça n'est pas de bonne politique. Et je le dis aux uns et aux autres, la France, quel que soit son dirigeant en 2017, doit, me semble-t-il, rester dans cette ligne, d'autant que ce pacte, il est en effet intelligent, puisque nous avons donné plusieurs fois des délais à la France pour des raisons qui étaient sérieuses. 2 ans, j'étais ministre des Finances. 2 ans, j'étais commissaire européen. Il n'y aura pas de nouveaux délais. Et la France doit revenir en deçà de 3% en 2017. Et si elle est au-delà, il y aura des sanctions. Si elle est au-delà, il y aura un débat politique et ce sera très compliqué puisqu'il y a une recommandation à appliquer. Mais je ne veux même pas y penser. Pierre Moscovici, pourquoi est-ce qu'on évite le débat sur le bien fondé de ces 3%, sachant que ça a été élaboré bien avant les crises que nous sommes en train de vivre, crise migratoire, que l'emploi, l'économie, la croissance est anémiée, etc. Mais, pardonnez-moi de le dire, je suis un homme de gauche, je suis socialiste, et je ne suis pas attaché de manière comme ça mythique aux 3%. Mais l'idée selon laquelle on est plus fort économiquement quand on augmente ses déficits est une idée ancienne et fausse. Je vais prendre 2 pays qui sont importants dans l'Union européenne. Il y en a un qui a des déficits à 0 et qui a le quasi plein emploi et une croissance forte. Il s'appelle l'Allemagne. Il y en a un qui a des déficits largement supérieurs à 3%, qui a un chômage supérieur à 10% et une croissance plus faible. C'est la France. S'il était avéré qu'il fallait lâcher la bride pour avoir plus de croissance, je serais le premier à le dire. Je pense que c'est de mauvaise politique. Bien gérer ses finances publiques tout en étant souple, intelligent dans l'application des critères, voilà la bonne politique. Mais après, je veux en venir au cas français à proprement parler maintenant, parce que j'ai dit qu'il n'y aura pas de dérogation, mais je ne veux pas que ça apparaisse comme en effet l'amorce d'un bras de fer, parce que le gouvernement français va donner dans les 2-3 jours les différents paramètres. Il y a déjà eu beaucoup de réunions qui ont eu lieu. J'ai vu le président de la République, j'ai vu le Premier ministre cette semaine, j'ai vu le ministre des Finances, c'était à Bratislava, dans ce château, il y a une semaine. Mon sentiment, c'est que passer en dessous de 3% nettement, pour la France, en 2017, c'est jouable. Et nous allons nous assurer que les chiffres qui nous seront donnés, que je crois connaître, qui sont des chiffres solides, qui sont en conformité avec le programme de stabilité et de croissance, sont des chiffres qui correspondent effectivement à des données objectives. Donc on va commencer à échanger sur cette base. Je ne suis pas dans l'optique de sanctionner la France. Je pense que c'est tout à fait jouable pour 2017. Mais il va falloir s'assurer que nos critères, nos méthodes, nos chiffres correspondent à ceux du gouvernement français. J'espère qu'on n'aura pas de conflit budgétaire cette année avec la France. Et j'espère et je crois que la France sera en dessous de 3% en 2017. De toute façon, je le dis, il n'y aura pas de nouveau délai. Pierre Moscovici, qu'est-ce qu'on répond aux pays du Sud qui se rassemblent à Athènes, il y a à peine une semaine et demie, pour demander un assouplissement et une relance ? On leur répond d'abord que sur l'investissement, on met en œuvre un plan Juncker beaucoup plus fort. On leur répond que les règles du pacte sont appliquées de manière intelligente. Si elles étaient appliquées de manière stupide, on aurait puni la France, sanctionné la France, non pas maintenant, mais en 2013, quand j'étais ministre des Finances. Si elles étaient appliquées de manière stupide, on ne serait pas en train, sur la Grèce, de donner des dizaines de milliards d'euros. Monsieur Renzi, qui n'était pas content du sommet, et le budget italien est un budget qui a toujours été interprété de manière intelligente. On aurait sanctionné l'Espagne et le Portugal au mois de juillet. J'ai été très fortement critiqué parce que j'ai suggéré qu'on ne le fasse pas. Et la Commission ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que le pacte est d'interprétation intelligente. Et donc, c'est ça que je réponds. Et la deuxième chose, c'est après, il y a le débat sur l'euro, celui que soulève Stiglitz. Si vous le voulez bien, le débat sur l'euro, on le reprend juste après la pause d'actualité que nous allons suivre en direct sur TV5 Monde, sur RFI. On se retrouve. J'ai envie de répondre à Stiglitz tout de même. Pardon ? J'ai envie de répondre à Stiglitz. Eh bien, aucun problème.
Retour international, nous recevons Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes. Et juste avant cette pause, Sophie Malibaud, nous parlions de l'euro. Oui, parce que il y a cette thèse avancée par le prix Nobel d'économie Stiglitz, comme quoi l'euro tel qu'il fonctionne actuellement et les institutions européennes sont en train de miner finalement la construction. Et qu'il faudrait les changer, et qu'il faudrait adapter les monnaies afin de pouvoir relancer la croissance en Europe. C'est pas nouveau, Joseph Stiglitz n'a jamais été un grand fan de l'euro et beaucoup d'économistes américains y ont été opposés. Au fond, ce qu'il suggère, c'est de scinder l'euro en deux, avec un euro du Sud et un euro du Nord, pour revenir à un système d'évaluation compétitive. Je pense que Stiglitz a raison de pointer le fait que l'euro, aujourd'hui, ne fonctionne pas avec tout le pouvoir, toute la puissance qu'il devrait avoir. Mais il a tort quand il propose soit d'y mettre fin, soit de le scinder. La bonne réponse, c'est de renforcer la zone euro, c'est d'approfondir la zone euro, c'est de donner à l'euro une capacité budgétaire, un budget, c'est de donner à l'euro une gouvernance qui marche mieux qu'aujourd'hui, avec un ministre des Finances de la zone euro, c'est de ce ministre soit responsable devant le Parlement européen. Ça n'est pas ce qui pose problème, contrairement à ce que dit Stiglitz. C'est pas l'euro qui est excessif, c'est son incomplétude. Et donc ma réponse à moi, c'est le diagnostic de ce qui ne marche pas est excessif, mais il peut avoir des fondements. La solution, c'est de compléter l'euro, pas de le démanteler. Pierre Moscovici, comment approfondir les politiques budgétaires et au sein de l'Europe avec un couple franco-allemand qui se met en scène mais qui ne cesse de s'écarter ? C'est-à-dire ils ne sont pas d'accord sur grand-chose, leurs économies divergent et ils ont des options différentes en économie, en politique, en sécurité. J'observe quand même qu'il y a eu un rapprochement franco-allemand ces derniers jours qui me semble tout à fait bienvenu. La rencontre de Bratislava a été précédée par une rencontre Hollande-Merkel et ils ont fait une conférence de presse commune et des déclarations communes. Et je pense qu'il y a un sujet, c'est vrai, dont on n'a pas beaucoup parlé à Bratislava. Et à titre personnel, je pense qu'on devrait en parler plus, qui est l'économie, et notamment l'approfondissement de la zone euro, parce que il y a les 28, il y a les 27, mais il y a aussi les 19, et je pense que l'euro doit être un fer de lance. Et je plaide vraiment pour qu'on aille plus loin dans la construction d'une zone euro qui soit aussi une zone économique et politique de premier plan. Mais sur la défense, sur les réfugiés, sur la jeunesse, j'ai observé au contraire un rapprochement qui a permis de donner un sens à Bratislava. Pour moi, Bratislava a plutôt été une bonne réunion. Ça a été une bonne réunion parce que je disais tout à l'heure, il y a l'investissement, il y a l'économie, mais il y a aussi la sécurité. Et que ce soit sur la sécurité extérieure, c'est-à-dire sur la défense, avec l'idée de créer, proposé par Jean-Claude Juncker, un fonds qui permet de travailler sur la recherche et l'innovation ou un quartier général commun, ou que ce soit sur la sécurité intérieure, avec la volonté de lutter davantage contre la diffusion des armes à feu, contre la radicalisation, pour la criminalisation du djihadisme, pour la circulation des personnes. On doit avoir plus d'informations là-dessus. Je pense que là, il y a eu des progrès qui sont faits et que la volonté d'avoir une Europe qui protège est clairement affirmée. Est-ce que le sommet de Bratislava, c'est la fin des quotas de répartition de réfugiés, puisque maintenant on parle d'une sorte de souplesse où chacun met de la bonne volonté, mais il n'y a plus de quotas, il n'y a plus de nombre. L'idée qu'il y ait ce qu'on appelle une réallocation des réfugiés, elle est toujours présente. La Commission continue de penser que c'est la bonne idée. Et le principe n'en est pas abandonné. Ce qui est exact, c'est que... La Hongrie n'en veut pas. Elle veut faire un référendum. Nous ne sommes plus dans une logique qui est une logique d'affectation, qui ressemble à des quotas d'affectation quasi automatiques. On a vu quand même que M. Orban ne se satisfaisait pas de ça, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on renonce en réalité à notre politique en faveur des réfugiés. Nous n'y renonçons pas, et il ne faut pas y renoncer. L'Europe doit être à la fois humaine, une Europe qui n'est pas humaniste, c'est une Europe qui ne vaut pas la peine. Et elle doit être aussi efficace. Et ce mécanisme de réallocation est un mécanisme nécessaire. Je ne pense pas que ça suffise à désamorcer le référendum voulu par M. Orban, qui de toute façon obéit à des logiques de politique interne. C'est faire voter les Hongrois contre l'Europe, on l'a compris. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères demande l'exclusion de la Hongrie qui ne respecte pas les valeurs de l'Europe. Je ne sais pas très bien comment on pourrait faire. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement prévu par les traités. Vous savez qu'il y a des procédures qui sont celles de l'article 7, qui peuvent aller jusqu'à... C'est assez compliqué, nous ne sommes pas encore là. Enfin, M. Hasselborn, puisque c'est de lui dont il s'agit, a manifesté là un agacement par rapport à certains comportements ou certaines attitudes de M. Orban. On peut comprendre l'énervement. Mais la conséquence
n'est pas, je crois, opérationnel aujourd'hui. Pierre Moscovici, cette Europe de Visegrad, c'est-à-dire cette Europe centrale formée de la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, elle a l'air de vouloir profiter de l'Europe, mais sans partager ses fardeaux, ses problèmes. Est-ce que c'est pas un souci à la fin on n'avance pas avec l'Europe de Visegrad. J'ai déjà une longue vie européenne. J'étais ministre des Affaires européennes dans les années 90. Ça ne me rajeunit pas. Et à ce moment-là, nous avons lancé l'élargissement. Et je pense qu'il fallait absolument le faire et que la réunification de l'Europe est une formidable histoire et une page historique. Je suis moi-même, mon père était roumain, ma mère était polonaise. Et donc je pense que l'Europe doit être unie et que nous sommes plus forts à 27 ou 28 qu'à 12 ou à 15. Mais il y a un travail qui n'a pas été fait à l'époque, c'est vrai. C'est un travail de partage d'une identité culturelle. Et ce qui est vrai, c'est qu'on voit petit à petit des conceptions de l'Europe qui sont différentes à l'Est et à l'Ouest. Et il ne faut pas laisser se réintroduire cette espèce de fracture. Nous n'avons plus de mur de Berlin, nous n'avons plus de rideau de fer, mais il ne faut pas qu'il y ait une scission Est-Ouest. Et donc il faut des politiques qui soient capables de rassembler. Et encore une fois, les priorités de Bratislava, l'Europe qui protège, l'Europe qui dynamise et l'Europe de la jeunesse sont de nature à le faire. En même temps, il faut être capable d'être ferme par rapport à des atteintes aux droits de l'homme. Quand ça se produit en Pologne, vous savez que nous avons lancé, nous, une procédure qu'on appelle de respect de l'état de droit qui est assurée par mon collègue Frans Timmermans. Pierre Moscovici, pour revenir sur la question des migrants, est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas finalement une prise en compte économique collective des Européens, parce que cette question, elle a été complètement éludée à Bratislava, que l'Italien Renzi, lui, il souhaitait justement qu'on parle de ce pacte euro-africain pour éviter, pour tarir à sa source le flux des migrants. Et tout ça, c'est passé à l'as. La Commission européenne, dans cette affaire-là, est en effet persuadée qu'il faut une prise en compte plus forte et plus collective de cette question. Ce sont les États membres qui décident. Pierre Moscovici, vous êtes également en charge de la fiscalité. On va changer de sujet. Et il y a vraiment un dumping actuellement en Europe, dumping fiscal, avec l'affaire Apple par exemple en Irlande. À quand une harmonisation pour que les Européens entre eux ne se fassent pas cette concurrence, ne taxent pas les grandes sociétés européennes ou américaines? Est-ce que ça avance de ce côté-là sur une harmonisation? Mais bien sûr, ça avance. D'abord, la décision Apple est une décision d'une importance majeure, parce qu'elle manifeste que l'Union européenne et la Commission européenne veut user des armes qu'elle a contre les aides d'État pour dire aux multinationales qu'elles ne peuvent pas échapper à l'impôt, qu'elles doivent payer. Et pour dire aussi aux Irlandais. Là où elles font des profits. Et ça, c'est l'aspect, j'allais dire, sanction, contrôle, régulation, dont est chargée ma collègue Margrethe Vestager. Et moi, comme commissaire à la fiscalité, je suis chargé de l'aspect législation. Et là-dessus, ça avance aussi formidablement. On a déjà pris des directives l'an dernier, d'abord pour ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations en matière de tax ruling, de rescrits fiscaux, c'est-à-dire de prévision d'investissement des entreprises, pour éviter qu'on puisse profiter de trous dans la législation fiscale ou de différences de législation fiscale. On a mis en œuvre, on va mettre en œuvre une directive qui a été votée en quelques mois de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, qui est d'une force absolument inédite. On a aussi l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires, avec la Suisse, avec le Liechtenstein, avec le Monaco, avec Saint-Marin. Et on a toute une série de projets qui sont là. Alors, vous parlez harmonisation. Je vais lancer, dans les semaines qui viennent, relancer le projet d'une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'assiette de l'impôt, la base de l'impôt doit être la même dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui évitera ou ne permettra plus aux multinationales de profiter justement de divergences dans la matière. Puis la consolidation, c'est qu'on consolidera de manière comptable à l'échelle européenne l'activité de ces entreprises pour répartir ensuite le produit de l'impôt en fonction de l'activité réelle. On est dans une phase où nos concitoyens ne supportent plus l'évasion fiscale, la fraude fiscale, la planification fiscale agressive, et où ils exigent que les entreprises multinationales payent leurs impôts là où leur Pierre Moscovici, nous allons dans ce sens. Quand vous voyez que l'Irlande dit elle-même qu'elle ne veut pas des 13 milliards oui. d'amendes infligées à Apple, et que ce qu'elle préfère, c'est que Apple reste dans son pays, ça pose un problème quand même. Là, il y a une responsabilité de l'État. Là, nous sommes devant une décision de justice. La Commission européenne a pris une décision sur Apple, avec ses compétences. Le gouvernement irlandais, il y a eu un débat d'ailleurs, choisit ses liens avec Apple et son souverainisme fiscal plutôt que de s'inscrire pleinement
dans une attitude que souhaitent les citoyens. Encore une fois, de faire en sorte qu'on paye ces impôts. Et ces 13 milliards d'euros, comment dire, ils pouvaient aussi aller à des programmes sociaux, des programmes économiques en Irlande, ou un pays qui a été sous programme pendant des années. Bon, ils ont fait leur choix. Maintenant, c'est à la justice de trancher, puisqu'on va aller devant la Cour de justice. Nous sommes persuadés que notre décision, elle est fondée. Elle est fondée sur des faits et elle est fondée en droit. Et la décision de justice, elle sera très importante en la matière. Après, ça ne doit pas empêcher l'Irlande de coopérer pleinement à l'avancée de la fiscalité européenne. Est-ce qu'il y a d'autres grandes sociétés comme ça, de grandes multinationales qui sont encore dans le collimateur ? C'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le dire ici, mais Margrethe Vestager, qui était à Paris cette semaine, a dit qu'il y avait encore d'autres grandes entreprises, on en a cité quelques-unes, qui faisaient l'objet de notre examen. Et qu'on soit très clair, la décision Apple, elle a un sens. Elle montre que nous ne faiblirons pas, que nous ne renoncerons pas, que rien n'arrêtera la vigilance et l'action de la Commission européenne. Absolument rien. Et je vais ajouter une mesure de plus que je proposerai dans les temps qui viennent. Il y en a tant. J'en ai ajouté 2. La première, c'est que je proposerai que, ça peut concerner les médias, qu'on puisse revenir sur les taux en matière de TVA sur la presse numérique, presse en ligne et sur les e-books. Une grosse demande de la presse en ligne. Oui, et ça, nous allons proposer qu'on puisse aller vers un taux réduit en la matière, ce qui d'ailleurs éliminera un conflit entre la France, par exemple, le Luxembourg, et la Commission européenne aujourd'hui, parce que ça n'est pas permis. Mais surtout, j'ai commencé cette semaine à proposer les critères, ils sont sur la table, d'une liste noire européenne de paradis fiscaux, et qui pourra ensuite aller vers des sanctions sur ces paradis fiscaux. C'est très important que nous ayons une liste commune. Il en avec reste des des critères paradis communs. fiscaux. Il en reste en Europe des paradis fiscaux. En Europe, dans l'Union européenne, non. Mais encore une fois, nous allons avoir un processus de listage, de dialogue avec tous ces pays, pas seulement de l'Union européenne, du monde entier, sur le thème de la bonne gouvernance et l'échange automatique d'informations. Ce sera là aussi un progrès considérable et nous aurons cette liste, je vous l'assure. Mais en l'OCDE 2017. est contre ce principe de liste noire. Enfin, Patrick de Saint-Amand, qui était là dans cette émission, estimait, lui, que c'était contre-productif, cette façon de désigner, de montrer du doigt, alors que certains pays s'engagent tout doucement. Ça risque de les rejeter dans la clandestinité. Alors, d'abord, l'OCDE n'est pas contre, puisque lors du sommet du G20 à Hangzhou, il y a 2 semaines, où j'accompagnais le président Juncker, a été demandé à l'OCDE de préparer sa propre liste noire. Deuxième chose, l'Union européenne est d'avis qu'il faut aller encore plus loin que ce que fait l'OCDE, c'est-à-dire d'introduire non seulement des standards d'échange automatique d'informations, mais aussi de bonne gouvernance fiscale. Nous sommes l'Union européenne. L'OCDE, c'est une instance de coopération, comme son nom l'indique, et de développement économique entre les principaux pays industrialisés à l'échelle mondiale, avec, comment dire, des équilibres politiques que je comprends, qu'il faut prendre en compte, la présence des Américains, des Canadiens, etc. Nous sommes un marché intérieur. Et nous, les Européens, nous avons une ambition encore plus forte en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Mon ambition, c'est que nous soyons leaders en la matière. Leader. Je coopère très bien avec l'OCDE, avec Pascal Saint-Amand, avec Angel Gouria. J'ai parlé avec eux de tout ça. D'ailleurs, notre liste, on en a parlé avec eux aussi. Mon sentiment, c'est que ce processus de listage, de listing de paradis fiscaux est attendu par l'opinion publique et que ça ne nous affaiblit pas. Pierre Moscovici, vous voulez une Europe plus proche du citoyen, plus morale, plus transparente. Est-ce que il faut, dans ce cadre-là, sanctionner ou demander des comptes à M. Barroso, qui se retrouve aujourd'hui à être embauché par Goldman Sachs, avec qui il a pu avoir des intérêts, enfin, il y a un conflit d'intérêts évident quand même, entre ses fonctions passées à la tête de la Commission et aujourd'hui. Je distinguerai 2 choses. Première chose, pour moi, c'est très clair. Cette décision de M. Barroso de rejoindre la banque Goldman Sachs, qui était impliquée dans la falsification des comptes de la Grèce, et nous sommes encore en train d'essayer d'arranger tout ça et de payer ça, c'est une décision tout à fait inappropriée. Je pense qu'elle est inappropriée pour la Commission européenne. Il l'a présidée pendant 10 ans et ça jette une image sur ce que la Commission peut-être qui n'est pas bonne à un moment où elle est attaquée. Elle est inappropriée pour lui comme personnalité publique, comme personnalité politique. Et honnêtement, je partage ce que Jean-Claude Juncker lui a dit, pas cette banque. C'est pas illégitime qu'un homme, après la vie publique, puisse avoir une activité privée. Ça m'arrivera un jour. Mais j'irai pas chez Goldman Sachs. Et je n'irai jamais dans quelque chose où il y a un conflit d'intérêts évident avec ce que j'ai pu faire avant. Et je pense que là, franchement, ça n'était pas la bonne décision. Après, il y a une deuxième chose. Nous sommes quand même un système de droit. Est-ce qu'il a violé des règles ?
Morales. Non, des règles juridiques. Le médiateur de l'Union européenne a demandé à M. Juncker de demander des clarifications à M. Barroso, c'est chose faite. Je ne suis pas certain qu'il ait violé les règles. Après, la question de savoir si ces règles sont adaptées ou si elles doivent être durcies, nous allons réfléchir à tout ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a les règles d'une part, il y a l'esprit des règles. Pour les règles, je ne sais pas. Et notre sentiment est plutôt qu'il a respecté un calendrier, que bon, on ne va pas non plus faire des procès quand les règles ont été respectées, mais que sur l'esprit, sur l'éthique, non, là je suis vraiment pas du tout d'accord avec M. Barroso. Il aurait dû nous éviter ça, et s'éviter ça aussi. Vous parliez de la crise grecque, on y est encore. Enfin, elle n'est pas finie. Donc, est-ce que l'Union européenne, enfin la Commission et l'Union européenne va changer sur la question de la restructuration de la dette grecque et finir par s'aligner sur les demandes du FMI? C'est une vaste question. Oui, mais qui doit être décidée cet automne. Qui doit être décidée cet automne. Je pense qu'il faut la traiter globalement. Je vais résumer les choses de la façon suivante. Je souhaite que nous soyons capables d'aller jusqu'au bout du programme grec avec succès. Et c'est la raison pour laquelle je demande, j'en parlais encore ce matin avec le ministre des Finances grec, que les mesures qui sont prévues dans le programme soient tenues d'ici à octobre, qu'on passe ensuite à ce qu'on appelle la deuxième revue, qu'on le fasse avec succès, pour pouvoir, à la fin de l'année, débattre de manière sereine de la question de la dette, avec la perspective d'aller plus loin dans la restructuration de la dette grecque après 2018, parce que nous avons déjà pris des mesures avant 2018. Mais il y a une séquence qui est globale. Il faut que le programme soit un succès pour qu'on puisse parler de la dette. Mais les Grecs vous disent, on nous a demandé il y a un an de prendre des mesures dures. Il y a un deuxième paquet de mesures qui nous attend. Si on n'a pas de perspective, on ne peut pas demander un deuxième paquet de mesures. C'est pour ça que je globalise les choses. Et non, c'est pas exact. Il y a ce qu'on appelle un mémorandum, un accord entre la Grèce et l'Union européenne qui suppose que toutes ces mesures soient prises, de toute façon. Mais je souhaite, pour ma part, qu'on puisse, sur la base d'un succès du programme, avoir une discussion fructueuse à l'avant de la fin d'année sur la dette et qu'on puisse prendre une décision. Mais les deux choses sont quand même étroitement liées. Il n'y aura pas l'un sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de mesures sur la dette si le programme n'est pas exécuté de façon sérieuse. Si le programme est exécuté de façon sérieuse, normalement, il doit y avoir des mesures sur la dette. Mais là-dessus, il faut être conscient que ce n'est pas la Commission qui est décideuse, c'est effectivement les États membres de l'Union européenne, parce qu'au final, la dette, elle va vers les Français, vers les Italiens, vers les Allemands, et le FMI. Je souhaite qu'on ait un accord à la fin de l'année qui soit global, avec toutes les parties prenantes, y compris le FMI. Mais pour ça, il faut que le programme soit un succès. Est-ce que le traité transatlantique, négociation entre l'Europe et les États-Unis au plan commercial, est-ce que ce traité est mort? Le président Hollande a demandé la fin des discussions. Vous semblez plutôt favorable à la poursuite d'un dialogue. Où en est-on aujourd'hui? Le président Hollande, avec qui je me suis encore entretenu cette semaine, n'a pas demandé la fin des discussions. La suspension? Non plus. Non, soyons précis. Son secrétaire d'État au commerce, Matthias Fekl, l'a demandé. Et puis aujourd'hui, à ma connaissance, la France ne demande plus la suspension de la négociation. Et il faut distinguer là encore deux choses. Pardon d'être très précis. Premier point, le traité. Le traité, un bon traité transatlantique, peut être bénéficiaire aux États-Unis et à l'Europe, et peut-être davantage à l'Europe, parce que nos économies sont plus ouvertes que l'économie américaine. Deuxième chose, est-ce que nous sommes sur le point d'avoir un accord? Non. Il reste encore beaucoup de sujets à traiter, et très peu de temps sous la présidence Obama, puisque les élections américaines sont tout début novembre. Et comme l'a dit Jean-Claude Juncker, et là, il n'y a pas d'opposition entre la France et la Commission, il est hors de question de renoncer à nos normes sanitaires, à nos normes environnementales, à nos normes sociales, à notre modèle culturel ou à notre agriculture. Donc, il faut que la négociation soit conduite de manière extrêmement ferme, et il reste très peu de temps et beaucoup de points en suspens. Mais vous avez l'impression que les Américains en ont autant envie que ça, vu qu'ils n'avancent sur aucun de ces dossiers? C'est la raison pour laquelle, si on avait un pronostic à faire sur le point de savoir si cette négociation sera conclue d'ici à la fin de la présidence Obama, disons que ça peut être réservé. En même temps, il faut aller le plus loin possible, y compris pour pouvoir continuer avec une autre administration sur des bases saines. Enfin, troisième sujet, qui est lié aux deux premiers, faut-il suspendre la négociation? Là, ma réponse est clairement non, non et non. D'abord, ça n'est pas comme ça que ça se fait. C'est décidé, c'est un mandat que la Commission européenne, dans ses compétences, a reçu de la part des 28. Pour revenir sur ce mandat, il faudrait l'unanimité des 28, qui ne se produira pas.
Et je pense que suspendre une négociation n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'être ferme dans la négociation, d'être précis dans la négociation, d'exiger des résultats, de défendre ses intérêts. Les opinions sont très sceptiques par rapport à ce qui se passe, notamment du fait du manque de transparence. Mais la transparence, elle est là plus qu'elle ne l'a jamais été dans ces négociations. En même temps, on ne peut pas non plus tout mettre sur la table, parce que quand vous mettez, par exemple, votre programme de négociation sur la table, vous donnez déjà à ceux qui sont en face des armes pour vous combattre. Non, ce que je veux dire, c'est, comprenez-moi, je pense en effet que nous sommes loin d'un accord, qu'on ne peut pas laisser penser qu'il y a déjà un accord à prendre ou à laisser, et en l'occurrence à laisser. Ça, c'est pas exact. En revanche, il faut poursuivre la négociation sur des positions fermes. C'est beaucoup plus intelligent que de l'interrompre par principe. Et ce n'est pas, à ma connaissance, ce que propose le président de la République française, mais je ne suis pas son interprète. Pierre Moscovici. Il y en a d'autres. Je ne fais plus ça. Pierre Moscovici, vous avez dirigé la campagne de François Hollande en 2012. Il y en a une autre qui l'attend, probablement. Comment elle se présente? Est-ce qu'elle est gagnable? Parce que la courbe du chômage, c'est compliqué. La multiplication des candidatures à gauche aussi. Et ne parlons pas de l'état de sa courbe de popularité. Vous le rencontrez souvent, vous l'avez dit. Est-ce qu'il vous a proposé de reprendre du service? Je ne vais pas reprendre de service comme directeur de campagne. J'appartiens à une institution qui est une institution indépendante. Je suis heureux de ce que je fais. J'ai un travail que je poursuivrai jusqu'en novembre 2019. Je suis socialiste et je soutiendrai le candidat du Parti socialiste le moment venu. Et François Hollande, me semble-t-il, a une candidature logique. Parce qu'un président de la République sortant doit, me semble-t-il, vouloir et pouvoir, d'une part, défendre son bilan, et d'autre part, projeter un avenir pour le pays. Et je pense que, sous la Ve République, la logique même est que le président se représente. D'ailleurs, il n'est jamais arrivé, qu'un président ne se représente pas à une élection présidentielle au terme de son premier mandat. Donc, en bonne logique, et je dirais en logique institutionnelle, en logique politique, je pense que François Hollande sera candidat, et je pense en effet qu'il doit l'être. Et moi, comme homme politique, comme responsable politique, je continue d'avoir des convictions. Je pourrais participer à des réunions, je pourrais prendre des positions, mais je le ferai dans le respect de mon mandat. C'est-à-dire que je m'exprimerai à titre personnel, j'éviterai toute controverse. Vous ne me verrez jamais sur un plateau débattre avec un dirigeant de la droite, ça n'est plus mon rôle. Alors après, est-ce que c'est gagnable? Ça n'a pas l'air facile, mais il n'y a pas d'élection perdue. Et je pense que quand vous entrez dans une campagne, les cartes sont largement rebattues. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la réalité des candidats et non plus la virtualité, une fois que vous avez la réalité des personnalités et non plus la virtualité, une fois que vous avez les programmes, les choses sont un peu différentes. Ce n'est pas une élection qui se présente sous les meilleurs auspices. Je mentirais en disant que la gauche est en forme, mais que l'élection soit perdue, non. Non et non, il n'y a pas d'élection perdue. Est-ce que vous déplorez la multiplicité des candidatures à gauche? C'est quoi les candidatures à gauche? Ce que je pense, c'est que la gauche connaît les conditions pour gagner. Il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle soit réformiste, il faut qu'elle soit européenne, il faut qu'elle soit capable de s'unir. Et nous ne sommes pas encore à tout ça, mais il faut y travailler. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, qu'une candidature du président de la République a peut-être plus de chances que d'autres de réunir. Mais il faut encore que tout le monde en ait envie. François Hollande met en garde contre la montée des populismes. Si le Front National gagnait l'année prochaine, il promet de faire un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, un peu comme ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. J'essaye en général de ne pas être le type qui dit « et si, et si, et si ». Le Front National, je pense, ne gagnera pas cette élection et ne doit pas gagner cette élection. Ce serait, je pense, un désastre pour le pays et un désastre pour l'Europe. Vous voyez, ça c'est ma conviction personnelle. Mais ça c'est une conviction d'Européen. Je ne souhaite pas que les populismes déferlent sur l'Europe. Et je pense que la place de la France est au cœur de l'Europe, à la tête de l'Europe. La France a besoin de l'Europe. Une France sans Europe, c'est un petit machin qui ne pèse plus dans le monde. La France sans l'Europe, la France que propose Marine Le Pen, est une France faible, une France repliée. Et à l'inverse, l'Europe a besoin de la France, parce que s'il n'y a pas d'idée française, s'il n'y a pas de volonté française, s'il n'y a pas de projet français pour l'Europe, l'Europe sera beaucoup plus faible, elle sera dominée par des idées beaucoup plus marchandes, et il n'y aura plus de dynamique. Voilà la raison pour laquelle toute idée de Frexit, comme on dit, est pour moi une absurdité. Et la meilleure façon d'éviter ce débat absurde, c'est d'éviter que Mme Le Pen devienne présidente de la République. Enfin, imaginez ce choc. Ce serait un choc mondial. Ça ne doit pas arriver, pas davantage d'ailleurs, que Donald Trump, président des États-Unis.
Merci Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, d'avoir été l'invité international aujourd'hui avec RFI et le quotidien Le Monde.